Le monde est régi par ce qu'on appelle, les gens l'oublient aujourd'hui, mais c'est dommage, on devrait tous relire Thucydide, il en parle très bien, le dialogue mélien. Qu'est-ce que c'est que le dialogue mélien? Le dialogue mélien, c'est cette histoire dans la Grèce antique, à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Athènes prend le leadership et le pouvoir dans la Grèce à la fin des guerres médiques, ce qui se termine. Les guerres médiques, c'est les guerres entre la Grèce et les Perses. À la fin des guerres médiques, en 480 avant Jésus-Christ, grâce à la bataille navale de Salamine, la Grèce bat définitivement les Perses. Et ça se fait sous l'égide et sous le leadership d'Athènes. Et Athènes a utilisé, pour cela, pour fédérer les cités grecques, quelque chose qui s'appelle la Ligue de Délos. En 480, la guerre contre les Perses est terminée. Mais la Ligue de Délos perdure parce que Athènes l'utilise comme un outil pour assurer son pouvoir sur la guerre. C'est d'ailleurs fascinant de regarder le parallèle entre... Exactement, entre Athènes et la Ligue de Délos, les États-Unis et l'OTAN, les Perses dont la menace a disparu, l'Union soviétique dont la menace a disparu. C'est vraiment absolument fascinant. Il se trouve que cette Ligue de Délos permet à Athènes de régner sur la Grèce pendant à peu près 70 ans. Puis au bout de 70 ans, les autres cités grecques, et en particulier Sparte, en ont marre. C'est le début de ce que Thucydide raconte dans ses guerres du Péloponnèse, donc c'est le début de la guerre du Péloponnèse. Et il y a un épisode tout à fait fascinant, et c'est là que je voulais en venir de cette guerre du Péloponnèse, qu'on s'appelle le dialogue mélien, c'est que Mélos, c'est une petite île de la mer Égée, à l'est de Sparte, un peu plus près d'Athènes d'ailleurs, au sud-est d'Athènes. Et les Méliens, évidemment, Thucydide ne le dit pas, mais Mélos est du côté de Sparte. Donc Athènes débarque et dit à Mélos, il faut que vous payiez un tribut. Parce que dans la Ligue de Délos, soit vous donniez des troupes, on retrouve l'OTAN, hein, soit vous payez un tribut. C'est le tribut que la plupart des pays européens aujourd'hui payent aux États-Unis via l'OTAN pour soi-disant assurer leur sécurité, alors que c'est pas absolument certain que les États-Unis, ça les intéresse toujours. Enfin bref, revenons à la Ligue de Délos. Et à l'ordre mélien. Et donc Mélos répond à Athènes, non, on ne veut pas payer notre tribut. D'abord, nous sommes une petite cité neutre et pacifique. C'est pas vrai, en fait, ils ne sont pas neutres, ils sont du côté de Sparte. Mais ils disent, nous sommes neutres, nous sommes pacifiques, et nous en appelons au sens de la justice d'Athènes. Et Athènes répond, il n'y a pas de justice entre puissances inégales. Athènes assiège la cité. La femme force sa reddition, tue tous les hommes et réduit femmes et enfants à l'esclavage. Et Athènes dit bien, il n'y a pas de justice dans le raisonnement des hommes lorsque les puissances en jeu ne sont pas égales. Et dans ce cas-là, les forts dictent leurs lois et les faibles leur obéissent. L'ordre du monde est régi par le dialogue mélien. C'était vrai il y a 2500 ans, c'était vrai il y a 50 ans, ça sera encore vrai dans 200 ans. On peut le regretter, mais c'est comme ça. L'ordre mélien, c'est l'ordre du monde. Je vais même vous donner une anecdote plus récente, mais qui est beaucoup plus qu'une anecdote dont je suis sidéré qu'elle ne soit pas plus connue, qui prouve à quel point ça n'a pas changé. Davos, 1997. Davos, hein, pas Porto Alegre ou Bombay, José Bové et ses potes altermondialistes. Davos, la Mecque de la bien-pensance, de l'économie occidentale, aisée et riche. Davos 1987 se termine sur une table ronde, tour de table, où on demande à un représentant des 5 continents de répondre à la question suivante, à qui appartiendra le XXIe siècle? Le premier à répondre, parce qu'on tire au sort, répond pour les États-Unis, c'est un jeune économiste déjà très connu qui s'appelle Jeffrey Sachs, qui dit, bon, le XXe siècle se termine, il se termine sur la toute-puissance des États-Unis. Alors il développe ça plus longuement que je vais le faire maintenant, mais il dit, je vois pas pourquoi ça changerait. Et donc, pronostique-t-il, le XXIe siècle appartiendra aux États-Unis. Pas de réaction de la salle, pas de réaction du Congrès. Le deuxième qui parle pour l'Asie. C'est aussi, j'ai oublié son nom, un jeune économiste qui est le ministre de l'économie de l'Inde de l'époque. Un garçon qui a fait ses études à Oxford ou à Boston. Et il dit, et il développe ça, il ne serait, je ne suis pas d'accord, il suffit d'ailleurs de regarder la taille des tours de Hong Kong ou de Shanghai qui aujourd'hui sont plus hautes que celles de Manhattan. Enfin bref, il fait tout un développement et il explique que c'est à l'Asie qu'appartiendra le XXIe siècle. Là, vous avez la partie de la salle un peu plus jaune de figure de peau que les autres qui applaudit avec la réserve et la mesure habituelle de ces pays asiatiques. Le troisième qui parle est blanc, mais il parle pour l'Afrique. C'est un colosse
sud-africain, qui est le ministre, là aussi j'ai oublié son nom, mais de l'économie de l'Afrique du Sud de l'époque. Et pareil, il dit, je suis pas d'accord, c'est pas vrai, ok, en Afrique pour l'instant, c'est un peu la pagaille, les grands lacs sont à feu et à sang, on a le sida, mais tout ça, on va finir par le résoudre, puis ne serait-ce que pour des raisons démographiques. Et donc lui aussi, il explique que c'est à l'Afrique qu'appartiendra le XXIe siècle. Là, vous avez toute la partie la plus sombre de la salle qui applaudit avec, là aussi, l'enthousiasme et la chaleur que nos amis africains peuvent avoir et savent manifester. Le quatrième qui parle pour l'Amérique du Sud. C'est pas les anneaux exactement des Jeux Olympiques, mais il se trouve que... Et de la même manière, il dit, ok, c'est un peu la pagaille chez nous, il y a de la corruption, la situation économique est pas top, mais la partie la plus importante du monde, c'est les Amériques. La partie qui a le plus de vitalité dans les Amériques, c'est l'Amérique du Sud. Et donc lui aussi, il démontre et il dit que c'est à l'Amérique du Sud qu'appartient le 20e. Le cinquième qui parle pour l'Europe. C'est un ministre français de l'époque qui parle à peu près bien l'anglais, donc on lui a dit c'est toi qui t'y colle. Et il est catastrophé parce qu'il entend les autres et il se dit mais qu'est-ce que je vais raconter? Je ne vais pas moi aussi raconter comme les 4 autres ballots que c'est à mon continent que... Et bon, puis son tour arrive et il faut qu'il se lance. Alors il dit 2 choses. Il dit bon, le XXe siècle vient de se terminer, nous les Européens, on en est pas très fiers, parce qu'on a légué au monde 2 guerres épouvantables. Mais néanmoins, il y a 2 choses dont nous sommes fiers, nous, Européens. La première, c'est que c'est nous qui avons inventé l'idée de la démocratie, il y a très longtemps déjà, depuis la Grèce antique, et on a offert ça au monde, et ça, on en est plutôt fiers. Et puis, il y a une deuxième chose dont on est encore plus fiers, c'est que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, entre ces pays qui sont entre-déchirés pendant des décennies, voire même des siècles, quelque chose d'intéressant, c'est l'Union européenne. C'est l'idée que le jeu n'est pas une somme, le monde n'est pas un jeu à somme nulle, mais on peut tous s'en tirer. Et dit-il, moi je pronostique que le XXIe siècle sera le premier siècle de l'histoire de l'humanité qui n'appartiendra pas à un continent, mais à tous. Moi je trouve qu'il s'en est plutôt pas mal tiré. Silence de mort dans le Congrès. Et alors que le protocole ne l'a pas prévu, l'Indien, qui a fait ses études à Oxford, Cambridge ou à Boston, reprend la parole et lui dit « Je ne suis absolument pas d'accord. Le XXIe siècle sera un siècle de fer, de feu et de sang, où nous viendrons vous écraser parce que vous n'êtes que des Occidentaux décadents. » Et là, tonnerre d'applaudissements interminables dans tout le Congrès. Fin de Davos 1997. Alors, je me lève pas tous les matins en me disant « Où est ma Kalachnikov? Où est mon casque lourd? Il faut que je me protège. » Alors, en plus, oui. Mais c'est fini, il n'existe plus le FAMAS. Hein. Oui, d'ailleurs. Ouais, absolument. Mais si on n'a pas compris que l'ordre du monde, c'est l'ordre mélien, on n'a rien compris au monde. Et dans ce monde où, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, le retour et la folie des empires est la première menace sur la paix du monde. Dans ce monde où, deuxièmement, je veux le dire comme ça parce que aujourd'hui, il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder, qu'on n'a pas le droit d'évoquer, mais je vais le formuler comme ça. En plus, cette formulation est assez, enfin en tout cas moi je la trouve assez, elle me convient. La deuxième cause de risque potentiel sur la paix du monde, c'est ce que je vais appeler le choc de l'islam et de la modernité. La troisième cause, ce sont les conséquences des évolutions économiques et démographiques. Et puis, le quatrième sujet de risque, qui est probablement le plus important, en tout cas qui est celui qui a la probabilité d'occurrence la plus grande, ce sont les conséquences géopolitiques des évolutions environnementales et climatiques. Donc si cette Union européenne n'émerge pas, le monde va être très compliqué. Et il va être très compliqué parce que l'ordre mélien n'est pas un ordre de performance. C'est le bordel, l'ordre mélien. Ça ne marche pas. Et c'est une solution qui régit le monde, mais dont il faut absolument que la société civile comprenne qu'elle n'est pas la solution. La performance ne naît pas de l'ordre mélien. L'ordre mélien génère le chaos et le désordre. Et tant qu'il n'y aura pas un ordre international, mais depuis l'émergence, la tentative de la Société des Nations, puis l'ONU, cet ordre international, on le voit vraiment pas arriver. Et en ce moment, c'est encore pire. Tant qu'il n'y aura pas d'ordre international, et il n'y en aura pas, en tout cas pas avant très longtemps, l'ordre mélien continuera à générer un monde de chaos.
mw'ishuri wiga bazi bijya bisanzwe ni nk'umushinge mugabo ntiwubatse genda mubaze bajya bari kw'ishure bijyazwe kw'ishure mu Burundi naco tumariye ntako none mwese abo ba secondaire x au carré moins z égale x moins z fois x plus 1 ni kumariye iki hajya mu rukaraba birafatishwa birafatishwa oya ndababazi birafatishwa mugabo azi kuramukanya mu cyarabu akamenya guparkinga imodoka mu cyarabu akamenya gusaba indya no gusaba ikigongwe agiya. Réveillés du Koudio ne mâchent pas des mots. Les Imbonerakure sont chargés de la sécurité. Ils doivent veiller sur la sécurité que les envahisseurs du régime CNDD-FDD ne parviennent pas à leur inverser. Imbonerakure mwemere mupangwe mugani hagira wipanga zo mupangura munapangwa twabwira tuti iki kandi tubazigamwa abantu ejo turabakeneye mushiririye mubona imbere yega benshi bagenda baraba hasi none muraba hasi igihugu bazokibapangure muteze guhagarara neza igihugu kiragwanirwa abene igihugu barakingirwa n'indongozi zacungiye umutekano akaranga mutima k'umugambwe uyu mugambwe si cyo n'ubundi barira isi ya migambwe bagenda kurondera mu bushikiranganje bw'intwaro gati mu gihugu kubera imigambwe myishije uyu n'umugambwe avuye mu maraso dusaba tikatarumwe yogara ko tarumwe kujina ku wundi mumenye yuko aha dukorera ku maraso y'abana Burundi bitanze baritanze aravuga ati hako abantu baguma bapfa hako abantu baguma bangazwa umengo nibikoko birahagarara bonera ko turakeneye ko muhagarara neza turabakeneye ejo ibi byo kwizingira mu Burundi mu birometero kwadratu 27,834 bigahagarara tukagenda kujya wakasugukuru bagenda imanamba guca amahera tukaje imanamba bipanze tukaje kurondera amahera tumvise aho bapakurura imeri tukarondera Imbonerakure zugaye zimwe zifite poitrine ngaha sire nababwiye ko zifatana ngaha dusanze uburegarega nk'abakobwa ntizumutwara none uburegarega wopakurura imeri wopakurura ibirijana by'ibiharage twege kera ko twashira ibirijana ngaha twicomokera tugende twongeza amahera mu gihugu amasezerano menshi ko turasinya n'ibindi bihugu turakenera bazogenda mugabo bagenda bapanze bagenda bafise imico n'imigenzo babizi neza ejo bagende guserukira Burundi bavuga bati twe turabarundi gushaka mwe muratekereje kwe guco duha abandi nimba kuza bamugiriye neza abandi basigaye inyuma bivanye nyine witwaye neza ugirira amatangazo abasigaye inyuma nimba bona tukuvuga tuti tubategure haraho tubone ejo batanga gucomoka umwumwe tubapange mu abantu beza Imbonerakure zitanga akarorero muri Afrika bose barabakeneye bavuga bati twebwe dukeneye ko Burundi butubera nibutuparene twere abahetsi. Pour Jérémy Minani, président du parti Rassemblement des démocrates burundais, RDB, ces propos sont de nature à manipuler la jeunesse burundaise, en particulier celle de la milice Imbonerakure. Il regrette que les promesses de réveillon du Koudio aux Imbonerakure soient totalement mensongères et qu'on va sûr que le parti signe avec les autres pays ne vise jamais à améliorer leurs conditions de vie. Il s'agit simplement des intérêts d'une poignée de gens de décider. Ces propos de M. Révérien Ndikourio, qui est aussi le secrétaire général du parti CNDD-FDD, nous rappellent encore une fois que nous sommes entrés dans le système politique d'un parti unique. Parce que c'est dans le système politique d'un parti unique que les dirigeants peuvent se permettre de prononcer des discours pareils. Dans la seule période de 2015 à aujourd'hui, il y a plus de 10 000 personnes qui ont été massacrées par les forces de l'ordre, par les agents des renseignements et par les miliciens Imbonerakure. Dans la seule période de 2015 à 2022, il y a plus de 500 000 Burundais qui ont été forcés en exil. Et ceux qui se sont sacrifiés, en croyant qu'ils se sacrifient pour un Burundi meilleur, en réalité sont morts en vain, parce que la tyrannie qu'ils voulaient combattre, cette fois-ci métamorphosée, nous avons une tyrannie cette fois-ci
jamais égalé. Nous n'avons jamais eu un pouvoir politique aussi mauvais que le système politique, le pouvoir du CNDD-FDD. Il faut que les Burundais le comprennent, qu'ils ne soient pas manipulés par ces propos mensongers de M. Révérien Ndikouliyo. Au lieu de continuer à entraîner la milice Imbonerakure Koulé, manipuler la jeunesse du parti au pouvoir à leur disant que voilà, nous devons rester vigilants pour que personne ne vienne nous prendre le pouvoir dans nos mains, ils devraient se rapprocher des Burundais, mettre en place un programme politique que les Burundais aiment, qui se préoccupe plutôt du bien-être matériel des Burundais. C'est de cette façon qu'on reste au pouvoir en démocratie. On ne reste pas au pouvoir en démocratie en entretenant une milice. On ne reste pas au pouvoir en manipulant la jeunesse du parti au pouvoir. Dans une démocratie, le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir et qui le retire s'il est convaincu que ceux à qui il a confié le pouvoir ne l'exerce pas dans l'intérêt général de la population. C'est comme ça que ça fonctionne dans la démocratie. Si vous entendez un dirigeant dire qu'il a besoin d'une milice, il a besoin d'entraîner une jeunesse pour garder le pouvoir de force, comprenez bien que ce dirigeant a tourné le dos au peuple qu'il a élu. L'autre chose que je me rappelais, c'est que cette jeunesse manipulée par le CNDD-FDD, c'est une jeunesse en réalité sans avenir. Au lieu d'envoyer ces jeunes à l'école, de les former dans des métiers qui leur permettraient d'espérer un avenir meilleur, on leur manipule en leur disant qu'ils sont en train de signer des conventions qui permettront qu'ils vont chercher du travail ailleurs. En réalité, la politique d'un bon dirigeant, c'est que vous devez développer le pays pour que chaque citoyen ait un avenir meilleur sans devoir aller chercher du travail à l'extérieur. C'est cette jeunesse qui devrait développer le Burundi. Le Burundi, au lieu de penser que voilà, nous devons chercher du travail à l'extérieur du Burundi, les mauvais dirigeants devraient créer des opportunités pour que chaque Burundais qui naît au Burundi ou qui vient vivre le Burundi puisse vivre le Burundi et avoir un avenir meilleur sans devoir s'inquiéter d'aller chercher un travail ailleurs. C'est ça la politique d'un bon dirigeant. Ces gens, en réalité, n'ont aucune vision politique. Quand vous avez une vision politique, vous devez vous rassurer que le pays que vous dirigez est un pays qui est développé de sorte que chaque personne se soit fière d'y vivre et d'y rester sans devoir aller chercher du travail à l'extérieur. C'est comme ça qu'un bon dirigeant raisonne. La visite de Révérien Ndikouliyo dans la commune de Buganda, province du Sud Kivu, c'est aussi de la suite des visites qu'il effectue depuis des semaines dans différentes provinces pour moraliser les militants.